octobre 1949, Beijing. Les militaires paradent. La foule massée place Tiananmen écoute Mao Tse-tung proclamer les dates. Avec l'avènement du communisme, la Chine va être définitivement libérée de la pauvreté, l'inégalité et la domination étrangère. Autour de lui, les hommes de l'ombre qui ont mené la lutte à ses côtés depuis presque 30 ans. Parmi eux, certains ont passé leurs années de jeunesse en France, dans le cadre du mouvement Travail-Études. Ces jeunes révolutionnaires ont profité de leur séjour pour s'initier aux théories marxistes, faisant de la France l'école des révolutionnaires chinois. De nombreux dirigeants de la vieille génération du Parti communiste chinois, vous le savez, ont fait des études en France. Avec d'autres, ils ont écrit une page déterminante de l'histoire de la Chine moderne. Où et comment se sont-ils formés aux théories communistes révolutionnaires? Voici le parcours de ces jeunes étudiants travailleurs qui vont consacrer leur vie à sauver la Chine. Début du XXe siècle. Qui sont les Chinois de ce temps? Ce sont pour beaucoup des paysans attachés à leurs terres, leurs traditions, mais qui ont faim et ne se sentent plus en sécurité dans leur propre pays. Beijing était il y a encore quelques siècles une des grandes villes du continent asiatique. Tout bascule au milieu du XIXe siècle. Les Anglais, désireux de contrôler la culture du pavot, les Allemands se cherchant un empire et les Japonais font main basse sur la Chine. Les Chinois acceptent l'inacceptable, l'annexion de leur pays, le contrôle de plusieurs régions sous le joug des puissances étrangères. L'économie, si prospère 100 ans plus tôt, s'est effondrée. La population survit, comme au Moyen-Âge. La Chine devait payer des indemnités aux pays étrangers. Certains pays sont arrivés en Chine avec l'intention de partager entre eux l'ensemble du pays. Les troupes étrangères étaient autorisées à s'installer. Cela revient à dire que votre armée n'arrive pas à assurer la sécurité de votre État, alors c'est à moi de vous protéger. Ça, c'est juste un pays sans souveraineté. Elle était donc menacée d'un sort inquiétant, d'être peu à peu dépecée, pratiquement. La révolte gronde. En moins de 2 mois, le pays entier se soulève. La révolution est en marche. On coupe les nattes, symbole du pouvoir mandchou,
L'empereur abdique, le docteur Sun Yat-sen devient président de la République. C'en est fini de la Chine impériale. En France, Li Shizeng, un expatrié, accueille la nouvelle avec bienveillance. Anarchiste, il veut aider son ami Sun Yat-sen à engager la Chine sur la voie du progressisme. Son père était très ouvert et c'est ainsi qu'il a été influencé par des idées progressistes dès très jeune. Et il pense que pour moderniser la Chine, le premier défi est l'éducation. Il fallait mettre fin à la séparation excessive entre le travail physique et le travail intellectuel, source de l'oppression. Après des études d'agronomie à Montargis, cet héritier d'une famille de hauts dignitaires chinois a implanté en 1909 une usine de traitement de soja à quelques kilomètres de Paris. Les ouvriers, une trentaine de Chinois, viennent tous de son village natal. Il a l'idée donc de créer une petite école et là, on va donner des cours de français. Le projet étant, d'une part, ces jeunes gens travailleront à la fabrication du soja et d'autre part, on leur réservera un temps d'études. Il avait même fait construire une sorte de petit amphi dans son entreprise. En fait, les activités de travail-études ont débuté par les travailleurs chinois dans la société de tofu de Li Shizeng. Fier de cette expérience, Li Shizeng veut désormais en faire un mouvement appelé travail-études. Des étudiants chinois triés sur le volet pourraient se rendre en France pour étudier. Le travail à mi-temps à l'usine paierait leur scolarité et leurs dépenses quotidiennes. Des écoles préparatoires sont installées dans plusieurs provinces chinoises. Mais un événement va empêcher la mise en place rapide de ce processus. Cette guerre, qui va devenir mondiale, envoie près de 6 millions d'hommes sur le front. Pour les Chinois, c'est un phénomène qui est indéchiffrable. Ces pays qui sont les plus puissants du monde, tout d'un coup, se lancent dans une espèce de guerre qui est suicidaire. Pour compenser le déficit de main-d'œuvre, 135 000 travailleurs chinois sont recrutés et envoyés dans les aciéries et les usines d'armement. Dans des conditions proches de l'esclavage par certains aspects, donc on a fait venir sur contrat donc c'est quelques 140 000 travailleurs chinois. Ces travailleurs viennent pour souffrir et mourir comme les soldats. Aucun d'eux n'imagine ce qui les attend. Travailler dans les usines situées à l'arrière du front. Ils chargeaient et déchargeaient les marchandises et aussi travaillaient sur les champs de bataille. Par exemple, tranchées. Ils enterraient aussi des soldats morts. Les ouvriers chinois ont travaillé dur et payé, sans quoi les Alliés auraient gagné. Pendant 4 ans, ils vont participer à l'effort de guerre et jouer un rôle important dans la victoire finale des Alliés. Ces travailleurs chinois, qu'on appellera plus tard les oubliés de la Grande Guerre, vont à la Chine de participer au camp des vainqueurs à la conférence de Versailles en 1918. La Chine espérait la fin des concessions et la fin du système des traités inégaux et la fin donc du système semi-colonial. Bon, elle n'a rien obtenu de ce côté-là. La Chine n'avait même pas le droit d'entrer dans la salle officielle. Fureur chinoise. Et c'est dans ce contexte que va se développer le mouvement du 4 mai. Les jeunes descendent dans la rue pour dénoncer le traité de paix. Un traité qu'on appellera plus
parce qu'il a été dicté par les vainqueurs français et britanniques. Ces étudiants bombardent de télégrammes donc quotidiennement la délégation chinoise à Versailles en disant « ne signez pas ». Et un jour, le chef de cette délégation reçoit un colis à son hôtel. Dans ce colis, il y a un revolver, il y a une balle et un mot en disant de la part des étudiants chinois, si vous signez, après vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oui. Donc les choses sont tout à fait claires. Le thème était « il faut sauver la Chine ». Zhouguo, sauver la Chine. 中国是世界上头一等的强国，那么为什么我们这个国家现在变成这个地步呢？这个时候我们这个国民睡觉了了，我们的中国人应该要赶快想法，怎么样来挽救大家醒醒。 那就是要救国啊！觉得很多年轻人都看到了当 À 时 l'époque, beaucoup de jeunes étaient conscients de la situation en Chine. Il y avait une telle oppression des pays étrangers, une telle corruption aussi. La population menait une vie de subsistance, de misère. C'était le chaos. 当然是都很不满意这种。 Il faut comprendre comment les Occidentaux avaient pu créer une société si prospère. Alors, comment rendre la Chine plus puissante? Comment auprès des pays puissants? La réponse qu'ils ont trouvée, c'était d'aller étudier à l'étranger. La prospérité occidentale se basait en réalité sur deux choses. D'un côté, l'industrialisation que nous n'avions pas. D'un côté, les théories avancées, politiques et économiques. C'est ce qui nous manquait. C'est pour cela qu'ils voulaient aller voir le monde extérieur. Ils voulaient changer de la Chine. Des idées nouvelles émergent pour débarrasser la Chine de la présence étrangère et la remettre au devant de la scène mondiale. Dans l'espoir de former une certaine élite intellectuelle, Li Shizheng relance en travail-études. Il a beaucoup étudié les systèmes éducatifs dans le monde, il a beaucoup écrit, beaucoup publié sur le système éducatif en France, sur les caractéristiques de son éducation, et il a considéré la France comme le pays le plus adapté à la réforme de la Chine. La France est le berceau de la démocratie, et le capitalisme est né des pensées françaises. C'était des visionnaires. Li Shizheng reprend son mouvement travail-études. Il a tissé pendant le conflit un vaste réseau de relations avec d'importants représentants des milieux politiques, culturels, économiques et diplomatiques français. Parlant très bien le français, ayant de l'entre-gens, il est reçu dans les salons politiques de l'époque. Il connaît les hommes politiques de premier plan, les gens comme Poincaré ou comme Herriot, et il est reçu effectivement aussi dans des salons beaucoup plus mondains. C'est quelqu'un des relations et qui est à proprement parler. Un accord est rapidement trouvé et l'accueil d'étudiants chinois décidé pour cette année 1919. Mais qui envoie? En général, a été attiré plutôt par des universités anglo-saxonnes, américaines et anglaises. L'ennui, c'est qu'elles étaient chères. Et donc, ces jeunes gens qui n'ont pas les moyens d'aller étudier au Japon, d'aller étudier aux États-Unis, d'aller étudier en Allemagne ou d'aller à Oxford, voilà, pour eux, c'est une perspective. Près de 2000 étudiants seront envoyés. Ils viennent principalement du Sichuan, au sud-ouest de la Chine, et du Yunnan, une province montagneuse à 1300 km de Beijing. Parmi ces privilégiés se trouve un groupe de jeunes intellectuels déjà fascinés par le socialisme. La plupart sont des amis de Mao, Tsai Re-chen, Li Fuchun et Shen Yi. Il y a aussi de très Xiang Junyu et la sœur de Tsai Re-chen, Chang.
Il ne faut pas imaginer que ces jeunes gens sont parmi les plus défavorisés de la Chine de l'époque, bien au contraire. D'abord, ce sont des jeunes qui ont fait des études secondaires, oui, peu ou prou, compte tenu de la période troublée que traverse le pays. Ces jeunes ne veulent pas rester au village, devenir magistrats ou paysans comme leurs parents. À l'école publique, on apprend toujours les enseignements de Confucius, sans y intégrer une seule des matières modernes. Ils ont perdu confiance dans le système chinois. Répéter les classiques confucéens dans une école où le maître vous tape sur les doigts, ça n'attire plus ces jeunes gens-là. C'est fini, donc ils veulent autre chose. C'est juste à ce moment-là qu'il y avait une inscription pour le programme Travail-études. Mao Tse-tung et Tsai Re-zen s'inscrivent à l'école préparatoire de Baoding, terreau des révolutionnaires. Eux qui ne parlent que le chinois y apprennent des bases de français, les mathématiques. Après quelques mois, ils sont choisis pour partir vers la France, vers leur destin. Auparavant, les Chinois n'avaient pas d'opportunité. Les étudiants étaient sélectionnés par le gouvernement. Et là, on passait par l'examen et l'État prenait en charge les frais. C'est génial, n'est-ce pas? Et ça, c'est sans précédent. Ils se voient comme de jeunes Chinois qui ont une mission. C'est de revenir en Chine avec les moyens intellectuels de sauver leur pays. À la fois de la présence de la colonisation occidentale, et puis aussi de développer la Chine. Et on leur dit, la vie sera très difficile, mais le jeu en vaut la chandelle dans la mesure où vous pourrez apprendre, et puis peut-être percer. Ce fameux secret donc, de la richesse et de la puissance occidentale. À Shanghai, ils rejoignent exaltés d'autres élèves, originaires du Sichuan. Parmi eux, on retrouve Chen Yi, futur maréchal et ministre des Affaires étrangères de Mao. À propos de Shanghai, ville dont il sera maire, Chen Yi écrit « Nous avions l'ambition d'apprendre la science, l'ingénierie, dans le but de développer l'industrie et de sauver la Chine. À cet âge, nous nous pensions supérieurs aux autres, déterminés à nous faire un nom qui dépasserait les frontières de la seule province du Sichuan. Dans le parc français, comme sur le Bund, les panneaux interdits d'accès aux Chinois et aux chiens ont provoqué chez nous une indignation, un rejet de l'impérialisme. Et en même temps, la prospérité de Shanghai nous envoûtait. J'ai même éprouvé de l'envie. » Tous font partie du voyage, sauf le jeune Mao, qui se contente d'accompagner ses amis sur le quai. Débute alors une longue traversée, censée durer 40 jours, dans des conditions difficiles. Il y a des consignes pour le transport maritime qui ont été données. Avoir entre 30 et 50 yuan, de la nourriture. C'est pas un bateau de croisière, c'est un cargo. Ils vont voyager en 4e classe dans les soutes. En dessous des cabines, il y a 2 étages, les entreponts, et leur couche est la pire. Peu de lumière, espace mal ventilé et humide. Ce compartiment du navire avait abrité le bétail, principalement des vaches, des moutons et des porcs qui avaient servi de nourriture sur la route, dont le point de départ avait été l'Europe. Chen Yi dit « Nous, les étudiants ouvriers, avons été parqués en 4e classe. C'était une cale que nous partagions avec les animaux. Discriminés, il nous était interdit d'avoir accès aux 3 premières classes. Sinon, nous risquions d'être insultés et giflés. » Le paquebot affronte des vents forts et la houle. Obligé de faire souvent escale, le retard s'accumule. La traversée était prévue pour 40 jours à l'origine, et donc s'ils avaient prévu 40 jours de nourriture, ils ont dû se rationner. Après avoir parcouru des milliers de kilomètres, traversé l'océan Indien, être passé par le canal de Suez, le paquebot arrive enfin à Marseille. Le groupe s'installe à Montargis. Les garçons étudient dans le collège, sous la tutelle du professeur Chapeau, et les filles suivent les cours de Madame Dumont, à l'école du Chinchon. Au fil des jours,
Chen Yi apprend à découvrir ses compagnons. Il va faire la rencontre d'un groupe de camarades qui lui ressemblent. Ils étaient quand même très pauvres en général, ils vivaient un peu à part. La bande se crée sous les yeux des autres élèves, plus scolaires, plus classiques. Et dans ce petit groupe, une individualité se détache, celle de Tsai He-shen, futur idéologue de la pensée communiste chinoise. C'est quelqu'un qui est parti avec des idées politiques déjà affirmées, très claires. Hein. C'est un nationaliste et un occidentaliste. C'est aussi quelqu'un qui a un esprit d'organisation assez efficace, puisqu'il est pratiquement en famille. C'est une famille entière en fait, presque. Tsai He-shen avec sa petite sœur et sa maman et son ami Xiang Jingyu. Tsai He-shen devient rapidement le leader d'un groupe d'élèves plus politisés, venus en France pour découvrir la technologie occidentale, mais aussi et surtout la politique internationale. Il va vite déchanter. C'est pas ça qu'ils apprennent dans les classes à Montargis, hein. Ils apprennent le français, tout simplement. Ils ont l'impression de stagner, de tourner en rond. On sait que Tsai He-shen, par exemple, se convaincra assez vite que tout compte fait, j'apprends plus en lisant l'humanité dans ma chambre ou dans les parcs qu'en suivant les classes. Fait l'école buissonnaire dans le jardin d'Urzy. Et passer la journée avec quelques baguettes pour passer la journée pour travailler. Tsai He-shen pensait que l'enseignement était trop superficiel. Il a donc quitté la classe au bout d'un mois et commencé à apprendre le français tout seul, surtout par la lecture des journaux français à l'aide d'un dictionnaire. Tsai He-shen a pu très vite maîtriser le français de manière approximative. Il a donc pu bientôt lire les textes originaux des journaux marxistes et de gauche. Asthmatique, il est souvent malade et ne travaille pas, ce qui lui laisse du temps pour lire les ouvrages de l'allemand Karl Marx, qui écrit avec Friedrich Engels le manifeste du Parti communiste. Texte qui appelle à la fin de la propriété privée, du capitalisme, à l'union des ouvriers du monde entier et à la révolution par les armes. Ils sont à la recherche d'une théorie. La famille de Tsai He-shen a exercé une grande influence sur mon père. Ils discutaient ensemble de politique, de la doctrine qu'ils veulent mettre en place. L'Union soviétique était le modèle de l'époque. Leur mouvement et leur révolution avaient réussi. Ils discutaient donc souvent du soviet ensemble. Je pense que cette période est une période clé pour la croissance et la maturité de ses pensées. Il en est arrivé à la conclusion qu'on devait croire au marxisme et prendre la voie du socialisme. Le groupe de Tsai He-shen rejoint la tendance la plus dure, la plus radicale du socialisme, les communistes. Ils prônent la dictature du prolétariat et une société sans classe. Pour eux, la société chinoise du début du siècle est une société féodale qu'il faut détruire. Tsai He-shen dit « Certains considèrent qu'il n'existe pas de classe sociale en Chine, je n'en crois rien. Le petit prolétariat et les paysans pauvres sont totalement illettrés. Ils rendent le destin responsable de leur souffrance et de leur misère, mais dès qu'ils prendront conscience, leur fougue sera tout aussi grande que celle constatée dans les pays d'Europe de l'Ouest et de l'Est. » Du 6 au 10 juillet 1920, c'est dans ce jardin que Tsai He-shen et son ami Xiang Jingyu exposent à leurs compatriotes leurs théories politiques pour sauver la Chine. Voilà, c'est cette grande histoire. Ces jeunes étaient vraiment passionnés, leur réunion pouvait durer une journée. Une journée pendant laquelle Tsai He-shen pouvait parler tout le temps et les autres pouvaient l'écouter. Une branche pensait qu'il ne fallait pas calquer leur mouvement sur la révolution russe. Elle prônait plutôt l'anarchisme, alors que Tsai He-shen soutenait le marxisme et le communisme. Le débat était enflammé et ils n'ont pas trouvé de terrain d'entente.
Un mois plus tard, le 13 août, soit 4 mois avant le congrès de Tours qui divise la gauche française, Tsai écrit de Montargis une lettre à Mao Tse-tung. Ils sont proches d'abord parce qu'ils viennent du même endroit. Hein. Ils n'étaient pas dans une même classe, mais camarades d'école et amis. Ils étaient amis parce que Mao Tse-tung et Tsai He-shen étaient à la fois les deux meilleurs élèves et des modèles pour les autres étudiants. Donc ils ont des relations d'amitié et surtout ils ont une correspondance suivie. Ils s'écrivent très régulièrement. Et cette correspondance est aussi un des supports avec lesquels Tsai He-shen évolue lui-même, à force de rédiger, de formuler ce qu'il pense. Et c'est là, dans la correspondance entre Mao et Tsai He-shen, que apparaît, semble-t-il, pour la première fois l'idée que, eh bien, en Chine, il fallait créer cette chose étrange. À l'époque, donc, qu'on va appeler un parti communiste chinois. Déjà dans mon esprit, un projet de réforme prend tournure. La solution vraiment appropriée pour transformer le monde contemporain, c'est le socialisme. Et la Chine ne fait pas exception. À mon sens, il faut en premier lieu constituer un parti communiste. C'est pourquoi, toi, au pays, tu dois te préparer au plus vite à cette éventualité. Il lui dit qu'il faut le plus tôt possible lancer une révolution en Chine, comme Lénine a pu le faire. C'est ce qu'il a proposé dans sa lettre. Seul le socialisme peut sauver la Chine. Et seul le socialisme peut transformer la Chine et le monde. Voilà son idée. L'ABC du léninisme, c'est Tsai He-shen qui l'a transmis à Mao. Donc il joue un rôle très important. Dans sa réponse, Mao Tse-tung lui dit « L'esprit de ta lettre est parfaitement juste. Je suis d'accord avec chacun de ces mots. » C'est par là qu'il y a eu l'idée d'un parti d'avant-garde, structuré, organisé d'une façon un peu militaire. Le modèle initial, transmis par Tsai He-shen, a essaimé. Montargis attirait beaucoup à l'époque. C'était un endroit où les idées politiques, les théories économiques se rencontraient. Beaucoup d'étudiants qui vivaient dans d'autres villes ont commencé à s'y regrouper, attirés par ce nouveau mode de pensée. À travers cette lettre, le destin de la Chine a basculé. En 6 ans, 2000 étudiants prendront le chemin de la France, la tête pleine de rêves. Certains deviendront physiciens, chimistes, écrivains ou poètes. D'autres s'installeront en France. Un petit groupe, lui, va commencer pendant son séjour sa formation de révolutionnaire. Il s'appelle Xu Enlai, Deng Xiaoping, Chen Yi et Tsai He-shen. Ils vont se former en France à l'école d'une nouvelle pensée idéologique et politique, le communisme. De la fin des années 40 aux années 2000, ce sont eux qui gouverneront la Chine.